Ted, en ce qui concerne les chiffres sur le champ de bataille, l'équipement, les drones, la manière dont cette guerre se déroule, que pouvez-vous nous dire sur la situation? Eh bien, je pense que la situation d'Israël par rapport à l'Iran va continuer à se détériorer. Et il y a un certain nombre de raisons à cela. Je peux parler un peu des questions technologiques, et j'aimerais le faire. C'est pertinent dans la mesure où cela permet de donner au public une base de compréhension. Ce n'est pas directement lié à la situation actuelle, mais cela l'éclaire, donc il est important d'y réfléchir. Alors, si nous passons aux diapositives, prenons la diapositive numéro 2 par exemple. Il y a eu, et c'est très intéressant, une gestion extraordinairement mauvaise par Israël de ses défenses aériennes. Passons à la diapositive suivante. Je vais vous montrer cela. Voici cette diapositive et vous voudrez peut-être cliquer sur l'écran du PDF pour voir si vous pouvez l'obtenir. Ce n'est pas très net. Peu importe ce que vous avez. D'accord. Il s'agit d'une photo en accéléré des intercepteurs du dôme de fer tirés dans les airs. Vous pouvez voir des dizaines d'intercepteurs. Ce que vous voyez provient d'un appareil photo, dont l'obturateur reste ouvert pendant environ 10 ou 15 secondes. Pendant que le moteur fusée propulse l'intercepteur le long de sa trajectoire, il produit un point lumineux. Si vous preniez des photos instantanées, vous ne verriez qu'un point de lumière. Mais comme ce point lumineux se déplace, il trace une ligne. Ainsi, les lignes que vous voyez sont les traînées des intercepteurs lorsqu'ils montent, car ce point lumineux, en se déplaçant, produit une ligne qui montre le mouvement de l'intercepteur. Maintenant, vous voyez tous ces intercepteurs grimper, puis se diriger vers le bas. Ils ne devraient jamais se diriger vers le bas. La seule façon d'avoir une chance d'intercepter une cible de missiles balistiques est de voler le long de la trajectoire prévue. À l'extrémité de presque toutes ces lignes, vous voyez de petits points lumineux. Ces points lumineux sont les ogives des intercepteurs du dôme de fer, des ogives relativement petites qui explosent. Mais il n'y a aucune cible là-bas sur laquelle ils pourraient faire exploser quoi que ce soit. Ce sont donc les intercepteurs qui montent et explosent simplement dans les airs. Probablement parce que le système veut détruire les intercepteurs eux-mêmes afin d'éviter qu'un intercepteur entier ne retombe au sol. Les dégâts au sol sont moindres, mais restent importants. Or, cela n'aurait jamais dû se produire, car ces intercepteurs n'ont aucune capacité contre les missiles balistiques, mais ils sont très efficaces contre les drones et les missiles de croisière. Cela montre donc que les opérations de défense aérienne gaspillaient des intercepteurs contre des cibles qu'ils n'avaient absolument aucune chance d'atteindre. Zéro chance de les toucher. Et à la place, vous auriez pu garder ces intercepteurs pour les attaques de drones qui ont lieu en ce moment. C'est ce genre de mauvaise gestion des défenses aériennes que je trouve stupéfiant. La raison pour laquelle je dis cela, c'est que beaucoup de personnes que j'ai connues au fil des décennies en Israël sont croyablement compétentes. Des gens qui ont travaillé sur les défenses aériennes. Je sais à quel point ils sont intelligents, donc je ne comprends pas. J'ai eu une discussion avec un ami à moi et il n'a pas pu m'expliquer. Il m'a dit « Je ne fais plus partie des opérations ces temps-ci ». Mais il a aussi ajouté « Je suis d'accord avec toi. Je n'en ai aucune idée. Je ne comprends pas. » Ils ont donc abandonné ces intercepteurs. Et c'est un vrai problème auquel les Israéliens sont confrontés aujourd'hui. La diapositive suivante montre un autre problème qu'ils auraient dû anticiper, mais qu'ils ne l'ont pas fait. Elle présente plusieurs images extraites d'une vidéo de l'un de ces missiles balistiques Al-Fatah entrant dans l'atmosphère à une vitesse fantastique.
La vitesse de cette ogive est probablement de Mach 10 ou 11, voire plus. Maintenant, la raison pour laquelle la vitesse est si élevée, si vous regardez attentivement dans l'encadré en haut à gauche, vous voyez quelque chose à droite de l'image principale. C'est un reflet sur l'objectif de la caméra. Ce n'est pas réel. That's a reflection off the lens of the camera. That's not real. That's just an artifact of the camera. C'est simplement un artefact de la caméra, une réflexion provenant de la partie brillante de la traînée de condensation sur la gauche. Mais on peut voir que l'avant de la traînée est bien plus lumineux que le reste. C'est parce qu'il s'agit d'un moteur fusée, propulsant l'ogive vers l'avant contre la traînée aérodynamique. Normalement, l'ogive ralentirait, peut-être jusqu'à une vitesse d'1,5 km ou 2 par seconde si l'on fait le calcul de la traînée. Mais le moteur fusée maintient une vitesse élevée, de sorte que lorsqu'elle touche le sol, elle le fait à Mach 10 ou plus. Maintenant, si vous regardez la dernière diapositive, en bas à droite, vous pouvez voir l'éclair lumineux de la détonation, et le ciel est bleu. Et la raison pour laquelle le ciel est bleu, c'est que l'énergie au point de détonation est si élevée que la température dépasse celle que l'on observe habituellement lors d'une explosion. Si l'on regarde la plupart des explosions au sol, lorsqu'il n'y a pas cette ogive extrêmement énergétique, la couleur tend à être rouge ou jaune, ce qui indique une température plus basse au pic de la libération d'énergie explosive. Celle-ci est plus élevée parce qu'il y a l'énergie cinétique de l'impact, qui apporte autant d'énergie que l'équivalent en poids d'explosif puissant. Ainsi, même s'il n'y avait aucun explosif dans cette ogive, elle aurait tout de même l'énergie explosive de son poids en TNT. Mais elle contient aussi du TNT, un explosif puissant. Vous avez donc une densité explosive 2 fois supérieure à celle que vous obtiendriez avec seulement du TNT ou uniquement l'impact cinétique. Cela provoque une explosion beaucoup plus violente qui cause bien plus de dégâts au point d'impact, le point cible. Et lorsque vous observez certaines des zones endommagées, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de les inclure ici, vous pouvez voir les effets de ces explosifs beaucoup plus énergétiques. Ils infligent d'énormes dégâts à des bâtiments très fortement renforcés. Mais ces deux effets, qui se sont produits pendant une grande partie de la guerre, au cours des 40 jours de ce conflit, ont entraîné l'épuisement des intercepteurs. Si nous regardons la diapositive suivante, elle provient d'un rapport de l'Institut royal des services unis publié à la fin du mois de mars. Donc, en gros, il y a 1 semaine et demie. C'est leur estimation, fondée sur leur meilleure hypothèse quant à la vitesse à laquelle les intercepteurs sont consommés. Vous pouvez voir dans la dernière colonne qu'ils prévoient que tous les intercepteurs du dôme de fer seraient épuisés d'ici la fin avril, ou peut-être en mai. Ce n'est pas exact, j'en suis sûr. Je pense que nous sommes déjà presque à la fin de la disponibilité des intercepteurs du dôme de fer, et nous sommes également presque à court de missiles air-air pouvant être tirés depuis des avions contre des drones. Voici donc les missiles qui pourraient être utilisés contre les drones. La capacité d'intercepter des missiles balistiques est proche de 0, peu importe ce qu'il reste. En d'autres termes, les systèmes Arrow 2, Arrow 3, Fronde de David et THAAD ont un taux d'interception très faible contre les missiles balistiques. Ils ont toujours eu un faible taux d'interception. Donc, ce que l'on observe, en gros, sans en être certain, c'est un épuisement des défenses aériennes contre les drones et une incapacité persistante à abattre les missiles balistiques. Mais les missiles balistiques sont encore plus difficiles à atteindre et causent davantage de dégâts lorsqu'ils touchent le sol qu'ils atteignent avec une efficacité plus élevée. Le pourcentage de missiles lancés atteignant le sol est bien plus élevé.
non seulement parce que les taux d'interception sont faibles, mais aussi parce que les missiles sont plus fiables. Leurs caractéristiques techniques les rendent plus fiables lors de la rentrée atmosphérique. Ainsi, les ogives explosent presque toujours, ce qui n'était pas toujours le cas auparavant, car les Iraniens tiraient d'anciens missiles dont les ogives se mettaient parfois à tournoyer, se désintégraient et parfois n'explosaient pas. La situation à laquelle nous faisons maintenant face est résumée dans la diapositive suivante, et par « nous », j'entends les Israéliens et les Américains. Tout d'abord, ils ont mal géré leur système de défense dôme de fer, et c'est grave, car le dôme de fer est très efficace pour abattre les drones. Mais ils en ont utilisé la plupart, et ils seront bientôt à court d'intercepteurs du dôme de fer contre les drones. Et les drones posent un problème très très sérieux, comme je l'ai expliqué. Les données de reconnaissance satellitaire à haute résolution et en temps réel proviennent désormais de la Chine et de la Russie à destination de l'Iran. Ainsi, les Iraniens disposent d'informations sur l'emplacement des unités de défense aérienne que l'on essaie de déplacer, des radars de défense aérienne, et cela leur permet de cibler ces radars avec leurs drones. Nous avons observé une attaque extrêmement efficace contre les radars de défense antimissiles balistiques au cours des 2 premiers jours de la guerre. Elle a été menée grâce à la reconnaissance stratégique fournie aux Iraniens par les Chinois et les Russes. Les Iraniens, très habilement, et je tiens à le souligner, ont exécuté leur planification militaire de manière remarquablement efficace. Je n'ai trouvé aucune erreur de leur part, contrairement aux Israéliens, dont je ne m'attendais pas à ce qu'ils commettent les types d'erreurs qu'ils ont faites avec leur défense aérienne. Je pense que ce qui s'est passé avec leur défense aérienne, c'est qu'ils ont menti sur les capacités du dôme de fer face aux missiles balistiques. Ils sont devenus les victimes de leur propre propagande et ont gaspillé tous ces intercepteurs sur des cibles qu'ils n'avaient aucune chance d'atteindre. Et maintenant, ils n'ont plus d'intercepteurs pour tirer sur des cibles qu'ils auraient réellement de bonnes chances d'abattre. C'était une erreur stratégique d'une ampleur non négligeable. Les Iraniens, eux, n'ont commis aucune erreur de ce genre. Ils disposaient de drones extrêmement précis et ont pu les utiliser pour détruire les radars de défense antimissiles balistiques, fantastiquement coûteux et en nombre limité, dont les Américains et les Israéliens disposaient. En particulier, il y avait 4 radars THAAD. J'ai une photo de l'un d'eux plus loin dans la discussion, si nous y arrivons. Et il y avait un gigantesque radar au Qatar, essentiel pour la défense globale d'Israël contre les missiles balistiques. Ce radar géant était crucial car il pouvait détecter presque tout ce qui était lancé depuis l'Iran dès le départ, puis indiquer aux radars THAAD plus petits et moins performants où chercher les missiles balistiques entrants. Ainsi, ces radars pouvaient ensuite gérer les intercepteurs défensifs, les intercepteurs THAAD, Arrow 1, Arrow 2 et Fronde de David, car les radars utilisés par ces systèmes étaient moins performants en termes de portée et de capacité à détecter un grand nombre d'ogives entrantes. L'Iran a donc privé Israël et les États-Unis de cette capacité littéralement dès le premier jour de la guerre. Le premier jour, ou peut-être 2. C'était un exploit remarquable. Je ne m'y attendais pas. Je savais que les drones allaient poser problème aux Américains et aux Israéliens, mais je ne m'attendais pas à un tel niveau de précision dans la localisation de cibles d'une telle importance. En d'autres termes, les satellites ont fourni aux Iraniens des données essentielles sur l'emplacement exact de ces radars, dont presque tous auraient pu être déplacés, à l'exception du grand radar au Qatar. Cela a permis aux Iraniens de cibler ces radars avec des drones, et ils l'ont fait très rapidement. Ce que j'ignore,
mais dont je suis presque certain, c'est combien de radars de défense aérienne plus petits ont également été détruits. Car les Iraniens ont probablement obtenu des informations à leur sujet aussi. Ce n'est toutefois pas aussi sûr, car les radars plus petits sont plus difficiles à localiser, mais ils peuvent tout de même être repérés avec une certaine efficacité par les satellites de reconnaissance chinois et russes. By the Chinese and the Russian reconnaissance satellites. And those radars are certainly also being destroyed. Et ces radars sont certainement, eux aussi, en train d'être détruits. Vous savez que cela doit être le cas, car les défenses aériennes des bases américaines dans le golfe Persique ont à peine fonctionné. On voit des vidéos de ces drones qui arrivent sans qu'aucun intercepteur ne soit tiré contre eux. Cela peut simplement s'expliquer par le fait que les Américains ont épuisé leurs intercepteurs, ce qui bien sûr représente une incroyable négligence de leur part. Et l'autre explication pourrait très bien être que les radars guidant ces intercepteurs n'existent plus. Ils ont été détruits ou endommagés. Ainsi, les pertes croissantes de tous ces radars de défense aérienne sont importantes et continueront à mesure que la guerre se poursuit. As the war goes on, and as the war goes on, the Iranian... À mesure que la guerre se poursuit, les drones iraniens auront de plus en plus de facilité à endommager et à viser des cibles critiques détenues par les Américains et les Israéliens. Les drones n'ont pas une ogive aussi puissante que celle des missiles balistiques. Une ogive de missiles balistiques peut peser 1 tonne, tandis qu'un drone n'en transporte peut-être qu'un dixième. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir 10 ogives de 100 kg si l'on dispose de la précision nécessaire. Si l'on veut faire s'effondrer un bâtiment, une ogive de 100 kg suffit largement, à condition de pouvoir la placer à quelques mètres près. Ainsi, le fait que les drones aient des ogives plus petites ne signifie pas qu'ils ne puissent pas infliger des dégâts considérables. De plus, bien sûr, le nombre de drones que l'on peut déployer contre des cibles d'intérêt est énorme, des milliers, voire des dizaines de milliers de ces drones. Et nous savons que les Iraniens peuvent continuer à en produire et qu'ils seront impossibles à arrêter. Si nous regardons la diapositive 7, je peux commencer à montrer comment, même s'ils parviennent à préserver les radars, il sera presque impossible d'arrêter les drones. C'est un autre facteur. Je ne dis pas seulement que les drones seront plus capables de causer des dégâts grâce à leur grande précision, mais aussi que l'Iran dispose de données provenant de la Chine et de la Russie qui leur permettent de localiser les cibles. Ainsi, ils peuvent trouver les cibles et les frapper. Mais même lorsque certains radars sont préservés, ces radars ne pourront pas détecter les drones, car les drones sont de plus en plus capables de voler très bas. Et lorsqu'ils volent très bas, ils se trouvent dans ce qu'on appelle le brouillage au sol. Par exemple, lorsqu'on parle des AWACS, les avions de détection et de commandement aéroportés, ces radars n'auront qu'une capacité très limitée face aux drones. Ils ont déjà détruit au moins un AWACS au sol, et il y en aura probablement d'autres détruits avec le temps. Mais il restera tout de même quelques radars de détection et de commandement aéroportés en fonctionnement. Bien sûr, ils ne peuvent pas fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je pense qu'il y en a peut-être 5 ou 6, donc on peut les faire voler sur des missions de 12 heures. Il faudrait peut-être 3 avions pour en maintenir 2 en vol en permanence, car il faut du temps pour ravitailler et réparer les appareils. Ils disposent donc de systèmes de détection et de contrôle aéroportés. Mais si nous regardons la diapositive suivante, nous pouvons comprendre pourquoi ces systèmes ont des capacités très limitées. Tout d'abord, la Terre est ronde et il existe 2 phénomènes extrêmement importants. Si nous regardons à gauche, nous voyons une icône représentant une antenne radar. Le radar regarde droit devant lui et il y a une zone d'ombre, la Terre étant courbée
il existe une région d'ombre en dessous de laquelle le radar ne peut pas voir. Cette zone d'ombre peut s'étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres, voire jusqu'à une centaine de kilomètres, si l'avion est en vol, comme c'est le cas pour un système de détection et de contrôle aéroporté. Mais remarquez qu'il y a une zone appelée la zone d'encombrement. Cette zone d'encombrement s'étend en réalité sur une assez grande distance et rend pratiquement impossible la détection des drones. Je vais expliquer très brièvement ce qu'est l'encombrement, car c'est un élément très important. L'encombrement dissimule le drone et fait qu'il devient impossible de le voir, même lorsque le radar a une ligne de visée directe. Donc, si nous passons à la diapositive 9, la suivante, si nous avons un avion volant à haute altitude, nous pouvons potentiellement voir les cibles et avoir une ligne de visée sur elles, même à 50 ou 100 km de distance. Mais c'est trompeur, car si nous passons à la diapositive suivante, nous voyons quel est réellement le problème de l'encombrement. C'est moi qui ai fait ça. D'accord. La diapositive suivante montre la réflectivité radar réelle d'un drone. Si nous regardons dans le coin supérieur gauche, nous pouvons voir la section efficace radar d'un insecte, environ 1 millième de mètre carré. La suivante, juste en dessous et à gauche, revenez un peu, voilà, montre la section efficace radar d'un drone. À droite, nous voyons que la section efficace radar d'un drone est d'environ 1/100e de mètre carré. C'est vraiment très petit. Pour se rendre compte de la petitesse de cette valeur, si nous regardons sous la section efficace radar du drone, celle d'un oiseau est comparable. Alors comment faire la différence entre un oiseau et un drone? Vous savez, c'est un vrai problème. Il s'avère qu'il existe une technologie pour faire cela, mais cette technologie est limitée dans sa précision. En résumé, on ne peut pas faire la différence, on ne peut pas distinguer le drone dans le brouillage. Je vais expliquer ce qu'est le brouillage afin que votre public en ait une idée générale. La raison pour laquelle c'est important, c'est que fondamentalement, même avec des avions équipés de radars, ces avions ne vont pas contribuer à un système d'alerte de défense aérienne contre ces drones. Bien sûr, vous allez aussi finir par manquer d'intercepteurs. Donc même si vous en avez quelques-uns, le système basé sur le radar ne pourra pas les guider, car il faut toujours un radar pour la défense aérienne. Et ces radars sont lancés ou détruits. Donc, si nous passons à la diapositive suivante, nous voyons une illustration de ce qu'est l'encombrement. Imaginez que vous êtes dans un avion, regardant vers la surface de la Terre, et que vous éclairez une portion de cette surface. Maintenant, imaginez que cette surface agit comme un miroir parfait. Dans ce cas, vous ne verriez aucun signal rétrodiffusé ou réfléchi. Ainsi, s'il y avait une réflexion radar provenant d'un drone, vous obtiendriez ce signal. Il serait très faible, car la section efficace radar est très petite, mais vous ne recevriez pas de signal concurrent provenant du sol illuminé. Mais à la place, pensez à une lampe de poche. Imaginez que vous avez une lampe de poche, que vous êtes dans un espace ouvert, et que vous l'orientez vers un miroir sous un certain angle. Vous ne verriez aucun reflet dans le miroir. Ainsi, si vous voyez un insecte voler au-dessus du miroir, vous pourriez en réalité voir l'insecte au-dessus de cette surface noire, puisque vous ne voyez pas votre propre reflet. Mais imaginez que la surface soit composée d'arbres, de montagnes, de collines ondulantes ou d'herbes. Dans ce cas, vous percevez un grand signal réfléchi, car vous illuminez une zone très vaste comparée à celle que vous éclairez lorsque vous observez le drone. Le drone va donc se retrouver dissimulé dans le fouillis. Et ce fouillis provient de toutes sortes de sources. Le grand problème n'est pas seulement de détecter la petite cible à faible section radar, ce qui est déjà un problème immense en soi,
mais aussi de la distinguer des signaux réfléchis parasites provenant d'autres sources. Against the interfering reflected signals from other sources. So if we go to the next slide, we see Donc, si nous passons à la diapositive suivante, nous voyons qu'il existe toutes sortes de contributions au brouillage. Il y a le brouillage météorologique, la pluie, les réflexions du sol. Si vous regardez ce dessin en particulier, à droite et en bas, vous voyez un avion dans une zone d'ombre. Cette zone d'ombre peut être causée non seulement par la courbure de la Terre, mais aussi par des objets situés entre le radar, montagnes, arbres ou autres, et la cible que vous essayez d'observer. Tout cela limite votre capacité à détecter les cibles. Si je passe aux 2 diapositives suivantes, vous verrez que celles-ci illustrent simplement des oiseaux, des arbres et d'autres éléments produisant des signaux faux ou parasites. giving me false signals, interfering signals. If I go to the next slide, I can just see here's a radar. Si je passe à la diapositive suivante, vous pouvez voir une zone cible radar. Près du radar, il y a toutes sortes de parasites provenant des bâtiments, des arbres ou d'autres éléments. Plus loin, si vous regardez dans le coin supérieur droit, vous pouvez avoir des nuages de pluie ou des échos provenant de bâtiments, car il peut y avoir un groupe de bâtiments dans certaines zones qui créent un écho. Vous pouvez voir que l'un de ces phénomènes est appelé un pic urbain. Lorsque les Iraniens ont attaqué le champ pétrolifère d'Abqaiq en Arabie Saoudite, les drones sont arrivés. Enfin, dans ce cas, ce n'étaient pas des drones, mais des missiles de croisière. Et ils sont passés au-dessus des bâtiments. Donc, vous avez ces bâtiments, puis vous avez ce drone, et il ne reflète qu'une très petite quantité de signal radio. Here's the drone, and it reflects a very small amount of radio signal. And the building is reflecting a tremendous radio signal. Et le bâtiment reflète un signal radio considérable. J'essaie donc de repérer ce drone. C'est un petit signal provenant du drone, comparé à la réflexion radar du bâtiment. Laissez-moi vous donner une idée très simplifiée de la façon dont le radar tente de détecter le drone. Il existe des technologies radio très sophistiquées qui sont utilisées. Si nous passons à la diapositive 16, nous voyons une représentation de la manière dont le radar essaie de le détecter. Le signal provenant du sol est extrêmement fort, donc le radar, représenté en bleu, envoie un signal pour tenter de repérer un drone volant à basse altitude. La seule chose qui distingue la réflexion du drone de celle du sol, c'est que le drone se déplace vers le radar. Toward the radar. So the reflected signal shown in green is of a Ainsi, le signal réfléchi, représenté en vert, est à une fréquence légèrement plus élevée que le signal provenant du sol. Le retour du sol est un signal considérable. Le signal traité, montré ici en rouge, est celui où je mélange intentionnellement le signal que je reçois avec le signal à basse altitude provenant de la cible. Ce que j'obtiens, c'est une fréquence de battement, illustrée ici. Si je passe à la diapositive suivante, je connais la fréquence de ce signal. Pour un drone, le décalage sera d'environ 300 Hz, tandis que la fréquence du radar se situe dans la gamme des gigahertz, 1 milliard de Hertz. Je dois donc maintenir une très grande stabilité de fréquence. So I have to have a frequency stability. If the frequency of the radar is moving. Si la fréquence du radar varie de quelques centaines de Hertz, je ne pourrai pas voir la fréquence de battement de 300 Hertz. J'observerai bien une fréquence de battement, mais elle proviendra simplement de l'oscillation de mon propre signal. Vous pouvez donc voir à quel point le signal principal du radar doit être contrôlé avec précision. Ce que je montre sur la diapositive suivante, ce sont les fréquences de battement correspondant à des variations de fréquence d'1 et de 2 Hz. Si j'ai une variation d'1 Hz, j'obtiens une fréquence de battement d'1 Hz. Ce serait 100 Hz dans ce cas. Et si la variation est de 2 Hz, vous pouvez voir que j'obtiens une fréquence de battement 2 fois plus élevée. Et sur la diapositive suivante, je montre que les fréquences de battement sont identiques, même si je suppose une fréquence doublée. Les fréquences de battement restent les mêmes.
Donc, quelle que soit la fréquence du radar, j'obtiens la même fréquence de battement. Le problème, c'est que si j'utilise un radar à plus haute fréquence, comme un radar en bande X, qui est le type que je souhaiterais pour un suivi de haute précision, alors la fréquence du radar est 10 fois plus élevée. Cela signifie que je dois contrôler la fréquence de base avec une précision 10 fois supérieure. En fin de compte, lorsque j'examine le problème du contrôle de la fréquence du radar et des variations de fréquence, cela devient très difficile, car il s'agit d'un radar aéroporté. Ainsi, il y a un changement dans la fréquence du fouillis au sol dû au mouvement aérien. J'ai aussi des méthodes pour contrôler cela. Il s'avère simplement que je ne peux pas détecter ces cibles volant à basse altitude et ayant une très faible section radar. J'ai donc maintenant le problème des drones capables de se diriger vers leurs cibles. Si nous regardons la diapositive 21, oui, la diapositive 21, il s'agit en fait d'un drone américain qui utilise le design iranien, car le design iranien est parfait. L'Iran peut donc revendiquer le mérite d'avoir conçu le drone parfait que tout le monde utilise. C'est un Shahed, je l'avais mal identifié. La version Gen 2 est un drone russe qui, en tant que cellule, ressemble exactement au design iranien d'origine. Le drone Shahed est le drone iranien d'origine. Et il s'agit d'un modèle américain qui utilise la même cellule iranienne. Ainsi, l'Iran est l'inventeur du drone kamikaze qui sème actuellement le chaos aux États-Unis et en Israël. Et cela conduit l'Iran à devenir la puissance militaire dominante dans la guerre en cours. L'influence militaire prédominante de l'Iran s'explique aujourd'hui par plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'Iran contrôle le détroit Hormuz, ce qui lui confère une emprise sur l'économie mondiale, y compris sur l'économie américaine et celle d'autres nations. L'Iran a pu fournir du pétrole en priorité aux pays qu'il considère comme non hostiles, pas nécessairement favorables, mais simplement non hostiles. Ainsi, l'Iran a très habilement réfléchi à l'idée suivante. Eh bien, nous n'allons pas tout simplement tout arrêter pour tout le monde. Si vous n'êtes pas hostile envers nous, nous laisserons la voie ouverte. Et d'ailleurs, même les États-Unis reconnaissent que le pétrole iranien est essentiel pour éviter l'effondrement de l'économie mondiale. L'Iran vend donc désormais son pétrole, non plus au tarif réduit de $45 le baril, car le pétrole iranien était sanctionné par les États-Unis, mais à $120 le baril. L'Iran engrange donc des sommes considérables. C'est presque une comédie que les Américains aient maintenant levé les sanctions sur le pétrole iranien. Du jour au lendemain, les Iraniens obtiennent le plein prix pour leur pétrole grâce à leur contrôle du détroit d'Ormuz. Et bien sûr, ils sont capables de fournir du pétrole à des États non hostiles. C'est une situation extrêmement favorable pour l'Iran dans cette guerre. Le problème suivant concerne ces missiles balistiques, qui causent beaucoup plus de dégâts par impact qu'auparavant. Et le point suivant est que l'Iran dispose d'informations précises sur les cibles. Une partie de ces informations précises pourrait provenir d'autres sources. Revenons à la diapositive 22. Elle provient de l'attaque initiale de septembre 2019 que l'Iran a menée contre les champs pétrolifères d'Abqaiq en Arabie Saoudite. En bas de ce schéma, j'ai montré une photographie satellite de l'un de ces réservoirs de traitement du pétrole. Et remarquez que ce que montre la photographie satellite, ce sont les trous dans le réservoir de traitement du pétrole, produits par les missiles de croisière iraniens qui ont frappé ces réservoirs. La précision de ces impacts se mesure à quelques mètres près. C'est incroyable à quel point les missiles de croisière iraniens ont pu atteindre ces réservoirs de traitement avec une telle exactitude. Eh bien,
Je ne sais pas exactement quelle technologie spécifique les Iraniens ont utilisée, mais je peux formuler une hypothèse. Si vous regardez la diapositive suivante, ce que les Iraniens auraient pu faire, c'est prendre une photographie satellite de ces réservoirs. En d'autres termes, ils n'avaient pas besoin d'aide de la Chine ou de la Russie. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était d'une photographie commerciale de ces réservoirs. Dans le coin supérieur gauche, ici, ils ont fait une croix. Ainsi, les missiles de croisière disposent d'une image de ce qu'ils recherchent. Voici l'image, c'est ma main. Et maintenant, j'ai l'image, et ce que je fais, c'est que je croise cette image avec l'image de ma main. Je le fais électroniquement. Donc, lorsque je les aligne, toute la lumière passe à travers. Aucune lumière ne passe lorsque je ne suis pas correctement aligné. Vous voyez donc ces 3 pics. C'est une simulation que j'ai réellement faite, ma propre simulation. C'est une supposition. Et ce que j'ai fait, si vous regardez à droite, je vous montre les pics de la corrélation croisée. Puis, dans l'image du bas, je vous montre les pics de la corrélation croisée superposés aux cibles. Cela aurait donc pu être réalisé à l'aide d'images satellites et de corrélations croisées, domaine dans lequel nous savons que les Iraniens sont tout à fait compétents. Voici donc un exemple où il ne s'agit pas nécessairement d'un drone guidé par ce qu'on appelle un guidage en première personne. En d'autres termes, il ne s'agit pas nécessairement d'un opérateur de drone assis à distance, recevant un signal télévisé du drone et le guidant vers la cible. Il pourrait simplement s'agir d'un drone entièrement robotisé. Il sait déjà où aller, avant même d'ouvrir les yeux, de prendre une photo de ce qui se trouve devant lui et de comparer cette photo avec la cible. On comprend donc à quel point ces drones peuvent devenir problématiques, car j'ai désormais la possibilité d'effectuer un guidage en temps réel. En d'autres termes, peut-être que j'en parlerai ensuite, car nous en arrivons à... Mais l'idée la plus simple, conceptuellement parlant, est que je dispose d'un drone et que je regarde à travers une caméra vidéo, ce qui signifie que le drone doit me renvoyer une image vidéo. Je peux être à des milliers de kilomètres, et dans ce cas, je dois envoyer des signaux au drone. Mais je n'ai pas besoin de le faire dans ce cas précis. Donc maintenant, l'Iran, les indications sont, du moins pour moi, que l'Iran dispose de drones capables de faire une corrélation croisée avec des images des cibles, ainsi que de drones pouvant se diriger directement vers les signaux provenant des caméras de télévision intégrées au drone. C'est une grande innovation. Peut-être devrais-je m'arrêter ici et je pourrais expliquer une autre fois comment ils s'y prennent, comment l'Iran fait cela. Mais la disponibilité du système Starlink rend désormais possible pour l'Iran d'utiliser des drones capables de se diriger en temps réel vers leur cible. Alors, que se passe-t-il? Ils obtiennent une image de la situation en temps réel. En fait, passons à la diapositive 33 un instant. Diapositive 33. Si vous regardez la diapositive 33, voici l'avant et l'après. J'ai une image de l'emplacement de ces dômes radars, donc je peux les détruire de 2 manières. Je peux avoir une image du dôme radar et la corréler avec celle du drone à son approche, comme je l'ai décrit plus tôt, ou je peux simplement me diriger vers le dôme radar à l'aide d'une caméra vidéo. Et la caméra vidéo peut obtenir ces informations à partir d'un signal Starlink. Laissez-moi simplement vous montrer. Passons à la diapositive 38 et je m'arrêterai après cela. Ce carré particulier à droite, c'est une borne radio Starlink. Passons encore une diapositive. Encore une diapositive. Et ici, vous voyez ce petit chien, un adorable petit chien, à côté du système de communication Starlink. Ce système Starlink ne pèse qu'1 livre ou 2. Passons à la diapositive suivante. Le voilà, dans une boîte que vous pouvez commander. Remarquez que la boîte contient des instructions sur la façon de l'utiliser. Vous pouvez sortir, Nima peut sortir, et il peut en commander un sur Amazon pour environ $250, et vous le recevrez par la poste en quelques jours.
Ensuite, vous pouvez le modifier et le fixer à votre drone si vous savez comment utiliser le signal. Après cela, vous pouvez envoyer votre drone à la recherche d'une cible en utilisant les communications du drone via votre connexion satellite Starlink. Disons maintenant que je suis les États-Unis. Je dis, je ne veux pas que Nima utilise ce drone. Eh bien, comment suis-je censé savoir que Nima est là-bas en train d'utiliser le drone? Je lui ai simplement vendu un terminal. Le terminal dispose de communications chiffrées, car c'est ainsi qu'on sécurise les signaux pour les personnes qui veulent simplement communiquer normalement. Alors, comment savoir que c'est Nima avec son drone qui vole autour à la recherche de quelque chose à frapper? Je n'ai aucun moyen de désactiver sélectivement le signal du drone de Nima. Tout ce que je peux faire, c'est couper tous les satellites Starlink qui fonctionnent au-dessus, disons, de la base aérienne. Mais si je fais cela, je coupe toutes les communications Starlink utilisées par la base aérienne. J'ai donc un dilemme. Le problème est très sérieux. Nous voyons maintenant comment les technologies modernes, la technologie de navigation, le GPS, le système chinois Baidu, sont largement disponibles. Ce sont des systèmes de très haute technologie, mais ils sont universellement accessibles. Il n'est pas nécessaire de comprendre le système, ni de savoir le construire soi-même. Il suffit d'avoir accès à son service. Ainsi, vous disposez du service. Vous avez des images satellites en temps réel et de haute précision provenant des satellites russes et chinois, et vous êtes opérationnel. Et vous avez la Russie qui a été attaquée avec des armes américaines. Les Américains ont attaqué la Russie par l'intermédiaire de l'Ukraine, en fournissant à l'Ukraine des missiles pour attaquer la Russie. Et la Russie a dit aux États-Unis, lorsque les États-Unis ont fait cela, que si vous le faites, alors, à un moment donné, nous fournirons des informations à quelqu'un d'autre pour vous attaquer. Très bien. Vous avez fait cela à Kursk. Vous l'avez fait en Russie. Et vous avez donné toutes ces informations aux Ukrainiens. Vous leur avez fourni des données de surveillance par satellite. Vous leur avez donné des informations de communication afin que les drones puissent attaquer nos bombardiers stratégiques, par exemple. D'accord, vous voulez jouer à ce jeu? Très bien, parce que nous allons attaquer vos AWACS. Nous allons faire en sorte que les Iraniens sachent où ces AWACS sont stationnés. The Iranians know where those AWACS are parked. We're going to see that the Iranians know where the radars are. Nous allons faire en sorte que les Iraniens sachent où se trouvent les radars et nous allons leur donner ces informations. Ils disposeront des ressources de navigation qu'ils peuvent simplement acheter dans le commerce. Et bonne chance, vous savez. Maintenant, l'Iran profite de ces services et incidemment, la Chine et la Russie aussi, car ces pays veulent que l'Iran l'emporte. Et je pense que l'Iran l'emportera dans cette affaire. Je pense que la guerre va devenir de pire en pire pour les Américains. Ma plus grande inquiétude est qu'à mesure qu'Israël se retrouvera dans une situation de plus en plus désespérée, il pourrait être assez insensé pour utiliser des armes nucléaires. Et les décideurs politiques américains feraient bien de s'assurer qu'Israël comprenne qu'ils seront seuls s'ils utilisent un jour des armes nucléaires contre qui que ce soit. Tu sais, Ils sont absolument livrés à eux-mêmes, pour toujours, complètement. Parce que je crains que ce type fou, Netanyahou, qui a clairement la même mentalité qu'Adolf Hitler, ne fasse quelque chose qui entraîne la chute d'Israël en même temps que celle de tout le monde. Et Adolf Hitler aurait détruit l'Allemagne, nous avons toutes les raisons de le croire, s'il en avait eu la capacité avec des armes nucléaires, car il était suicidaire. Il n'a fallu qu'une intervention comme celle d'Albert Speer. Speer était son architecte, et lorsque Hitler lui a ordonné, en tant que responsable de l'économie allemande, de détruire l'Allemagne, il a refusé.
Speer n'a pas exécuté son ordre parce qu'il ne voulait pas que l'Allemagne soit complètement détruite. Sinon, l'Allemagne aurait été anéantie si cet ordre avait été appliqué. Donc il faut espérer que soit Netanyahou n'est pas aussi fou qu'il en a l'air, soit que les personnes à qui il donnerait cet ordre refuseront de l'exécuter. Et j'espère sincèrement que les Israéliens que je connais sont dans la boucle et qu'ils refuseraient de le faire. Parce qu'ils sont assez intelligents pour savoir que ce serait la fin d'Israël, ainsi que de beaucoup d'autres choses. Mais je ne sais pas à quel point cet homme, ce fou, a pris le contrôle. Enfin bref, je vais m'arrêter là. So anyway, so I'll end there.